Depuis plus de 75 ans, les Français entretiennent leur réputation de meilleurs pilotes de chasse au monde. Ils la partagent avec les Blue Angels américains ou encore les Red Arrows de la Royal Air Force britannique. Les figures qu'ils répètent durant des mois entiers sont d'une précision absolue. Le moindre faux pas est impossible. Chaque pilote est tributaire des autres. Lorsque l'on vole à moins de 5 mètres de ses équipiers, à plus de 600 km/h, chaque détail compte. C'est la vie des hommes qui est en jeu. Mais lorsque l'on prend les commandes d'un avion de la patrouille de France, c'est un rêve qui se concrétise. Les premiers vols sont impressionnants, presque traumatisants, tellement on découvre un nouveau monde de l'aéronautique auquel on n'a pas l'habitude. Tout nous paraît fou, tout nous paraît hors de portée, on va dire. La gestuelle est millimétrée. La concentration est immense. Et la responsabilité peut même être écrasante. Mais tous ceux qui entrent dans la PAF font déjà partie de l'élite de l'armée de l'air et de l'espace. Pour être recrutés, ils ont tous acquis un minimum de 1500 heures sur l'emblématique Mirage 2000. Ou bien sur la star des chasseurs, celui construit par la société Dassault Aviation, le Rafale. Mais il y a encore une dernière étape. La personnalité du pilote est étudiée, scrutée, pour se fondre dans un collectif très soudé. Tous ont été chefs de patrouille dans des missions pour le compte de l'armée. Ils ont été sur des théâtres de guerre, ont pris des risques, ont été amenés à tirer sur des ennemis et esquiver des attaques. Et malgré cette expérience, l'arrivée dans la patrouille de France est un saut dans le vide. L'enchaînement des événements, la vitesse à laquelle va la patrouille de France, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Et pour éviter un certain confort avec le temps et les répétitions, les pilotes changent de place dans les figures chaque année. On les appelle Athos. Athos 1 est lui le leader. Il décide des figures proposées lors des meetings aériens. Athos 2 et 3 effectuent eux leur première année au sein de la PAF. Ils collent littéralement le leader lors des vols en formation. Les places d'intérieur sont les plus faciles, en sens qu'on est près du leader, la trajectoire est pratiquement celle du leader, il y a moins d'anticipation, il y a moins d'amplitude dans les mouvements à faire. Athos 4 est lui surnommé le charognard. On dit qu'il mange les fumées du leader qui est devant, et puis on dit aussi qu'il veut prendre sa place. Le charognard est amené à devenir le leader l'année suivante. Athos 5, 6, 7 et 8 sont dans le dur. Ils sont en bout d'aile et permutent leur place. Ils doivent anticiper un maximum les démonstrations et ont un travail de concentration exceptionnel pour tenir la formation aussi éloignée du leader. Ces formations de technique, c'est eux qui passent en bout d'aile. Et du coup, ça fait des grands bras de levier pour eux, avec beaucoup de travail au gaz et beaucoup de grosses corrections de moteur, puisque en fonction de si on est intérieur ou extérieur de la trajectoire, on va avoir un rayon de virage qui est beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand que celui du leader. Les figures dans le ciel sont bluffantes. Certains croisements à plus de 500 km/h font froid dans le dos. Tous les pilotes de la patrouille de France restent au maximum 4 ans et sont remplacés par de nouveaux volontaires. Car la PAF ne doit pas donner l'impression d'être un groupe d'excellents pilotes. Elle doit être la vitrine de la formation de l'armée de l'air et de l'espace. La force de la patrouille de France, c'est de démontrer que n'importe quel pilote avec les qualifications dans l'armée de l'air et de l'espace a finalement le niveau de la patrouille de France et ce niveau technique. Depuis 1953, la patrouille de France a vu passer plus de 200 pilotes et seulement 5 avions différents. Et le meilleur d'entre eux, celui qui rend toutes les figures les plus complexes réalisables, c'est lui, le prodige, l'Alpha Jet. On va dire que la patrouille de France s'est aussi construite par rapport aux performances de l'Alpha Jet. Un avion militaire destiné à la base pour l'entraînement des jeunes pilotes. Il est conçu pour encaisser les erreurs des débutants et d'être un peu moins radical que les avions de chasse destinés aux terrains hostiles. On va le faire voler très lentement pour l'atterrissage et le décollage. On va le faire voler très rapidement au sol pour simuler les attaques au sol. Et puis on va le faire aller très haut parce que c'est là aussi où se font les combats aériens. Cet avion
Les pilotes le surnomment affectueusement le gadget. Pour eux, c'est l'avion idéal, c'est celui qui a la meilleure visibilité, c'est celui qui a la meilleure maniabilité. Même si ce n'est pas le plus rapide, c'est le plus agréable à piloter. C'est vraiment l'avion idéal. Donc, ce n'est pas un avion de combat, mais il a toutes les qualités pour être le meilleur avion de combat possible. Il est maniable, il est agile, il est rapide. Tu peux tout faire avec un Alpha Jet, à part passer le mur du son. Mais quand on est pilote et qu'on aime piloter, qu'on aime faire des évolutions en 3 dimensions avec son avion, eh bien l'Alpha Jet, c'est ce qu'il y a de mieux. Cet avion à réaction qui équipe la patrouille de France aujourd'hui n'est pourtant pas nouveau. Son premier essai en vol date de 1973. Car la France a besoin à la fin des années 60 d'un chasseur pour former les pilotes avant de prendre les commandes du Mirage 3 ou du Mirage F1. Ce sont des avions très complexes à manœuvrer et qui ne pardonnent pas l'approximation. Passer d'un aéronef à hélice à des chasseurs à réaction constitue un risque majeur d'accident pour de jeunes apprentis de l'air. À titre de comparaison, un Rafale se pose aux alentours de 200 km/h. Il y a 50 ans, les chasseurs arrivent sur le tarmac beaucoup plus vite. La vitesse d'atterrissage d'un Mirage 3, elle se situe aux environs de 350 km/h. Alors c'est pour ça que les pilotes, avant de les mettre dans le baquet d'un Mirage 3, qui se pose très vite avec peu de visibilité et peu de marge de manœuvrabilité, eh bien on a besoin de les mettre dans un avion auto-école, dans un avion qui va pardonner des erreurs de pilotage, qui sera plus souple. Et cette quête d'un avion d'entraînement performant n'est pas une spécificité française. Un pays voisin a lui aussi une volonté de s'exercer sur un avion répondant à ces nouveaux critères de vol. Les Allemands, à l'époque, s'entraînaient aux États-Unis et le gouvernement voulait changer et que ce soit fait en Europe. Donc l'État allemand s'est rapproché de l'État français en disant bah voilà, on a un besoin commun, pour l'entraînement, faisons un avion commun. Ce qui a été choisi, c'est que Dassault travaille avec la société privée allemande Dornier pour concevoir cet avion. Moins de 30 ans après la victoire des Alliés contre les nazis, Français et Allemands travaillent main dans la main. Ils s'associent pour créer le meilleur avion d'entraînement au monde. Les constructeurs Dornier et Dassault, fondés dans les années 20, sont réputés pour leur savoir-faire et leur expertise. Et leur décision est prise. Le nouvel appareil des futurs Top Gun français et allemands doit être en rupture totale avec ce qui existait auparavant. Pour pouvoir être très maniable, les ingénieurs décident alors de repositionner les ailes. Ce qu'on appelle une voilure à aile haute, c'est-à-dire que les ailes sont sur le haut du fuselage et qui permet d'avoir un point de pivot intéressant pour faire de la voltige. Le point de pivot, c'est le centre de gravité où se répartissent les efforts quand l'avion change de direction. C'est autour de cet axe que l'appareil prend une incidence. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Les grandes ailes bénéficient d'un travail aérodynamique inédit pour transformer les aptitudes de vol. Ils acquièrent ainsi de nouvelles capacités à évoluer dans le ciel. Elles ont cette forme-là. Contrairement à des ailes qui auraient un dièdre positif, qui serait plutôt comme ça, donc qui apporterait de la stabilité à l'avion. Là, c'est un avion qui va être instable de par sa conception, donc qui va permettre de faire de la voltige plus facilement. C'est l'un des secrets des avions de chasse et de celui de l'Alpha Jet. Les constructeurs lui ont supprimé sa stabilité. Et c'est essentiel. Cela permet aux pilotes de réaliser de nombreuses figures acrobatiques et de défier les lois de la gravité. Un pilote peut faire de l'acrobatie avec un avion stable, mais l'appareil sera limité. Il essayera toujours de récupérer une position pour voler en toute sécurité. La conception de l'Alpha Jet lui permet d'exécuter des acrobaties sans que l'avion ne cherche à retrouver un plan de vol classique.